Parfois, un simple couloir d'hôtel est la ligne de démarcation entre votre vie actuelle et ce qui vous attend, sans que vous le sachiez. Une porte qui s'ouvre au pire moment, une voix qui tremble au meilleur moment. Et tout change, non pas avec des explosions ou des lumières clignotantes au plafond, mais par le silence pesant d'un homme debout dans un couloir, qui ne devrait pas être là et qui entend quelque chose qu'il ne devrait pas entendre. Avant de commencer cette histoire qui va serrer votre cœur et vous donner envie d'y croire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir chaque jour de nouveaux récits. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez cette vidéo. Je suis curieux de savoir jusqu'où cette histoire voyagera. Et profitez-en pour laisser un j'aime, ce qui nous aide à continuer de vous offrir des émotions gratuitement. Le service de l'après-midi à l'hôtel Grand Palais commençait toujours de la même manière. Les rideaux du salon principal étaient tirés à travers les couloirs de service, une odeur de café corsé émanait de la cuisine, et on entendait le cliquetis métallique des plateaux que l'on empilait avant le coup de feu du dîner. Iris Lemaire connaissait cette routine par cœur, non pas parce qu'elle travaillait là depuis longtemps, mais parce qu'elle était arrivée 3 jours plus tôt avec la ferme intention de tout apprendre le plus vite possible. Chaque recoin, le nom de chaque chef d'équipe, chaque règle non écrite qui séparait les employés qui restaient de ceux que l'on renvoyait dès la première semaine. Cet après-midi-là, alors que le couloir de service du 15e étage était plus désert que d'habitude, elle profita d'une courte pause entre 2 commandes pour sortir son téléphone de la poche de son tablier. L'écran s'éclaira au nom de sa sœur et elle décrocha avant même la 2e sonnerie, le dos appuyé contre le mur froid, fléchissant légèrement les genoux comme si elle essayait de se faire plus petite, moins visible, moins présente. La voix d'Adèle à l'autre bout résonna de manière étouffée, la voix de quelqu'un qui essaie d'être fort mais qui n'y parvient pas vraiment. Le médecin avait appelé plus tôt. La tumeur avait grossi depuis le dernier examen. L'opération que le docteur Bonnet avait suggérée il y a des mois ne pouvait plus attendre comme elle l'avait fait jusqu'ici. Elle devait prendre rendez-vous. Elles avaient besoin de la somme totale avant la réservation, car l'assurance avait refusé la couverture pour la 3e fois. Intervention de haute complexité, soins hors réseau, liste d'exclusion, une armée de mots techniques qui, au fond, signifiaient la même chose. Vous êtes seul, débrouillez-vous. Elle dit à sa sœur que tout irait bien, que ce n'était plus qu'une question de semaines, qu'elle allait trouver une solution. Les mots sortaient avec détermination, car il était crucial qu'Adèle y croie. Si Adèle désespérait, elle transmettrait ce désespoir à leur mère, et leur mère avait besoin de stabilité émotionnelle pour bien réagir au traitement avant l'opération. C'étaient les équations qu'Iris calculait en silence, seule, pendant qu'elle dormait 4 heures par nuit. Le mensonge lui brûlait la gorge comme de l'eau avalée de travers. Mais c'était le bon mensonge. Elle n'entendit pas les pas. Le couloir de service était à usage restreint, avec un sol plus simple que celui des étages réservés aux clients, un éclairage un peu plus froid, et l'acoustique y étouffait les sons qui, dans les couloirs principaux, s'entendraient de loin. Lorsqu'elle releva la tête et décolla son front du mur, l'homme se tenait à peine à 3 mètres d'elle, les bras croisés, avec un naturel de quelqu'un qui attendait depuis plus longtemps qu'il n'était convenable, son regard fixé sur elle avec une expression difficile à définir immédiatement. Il était grand. Il portait une chemise en coton épais noir, sans cravate, les manches retroussées jusqu'au milieu des avant-bras. La montre à son poignet gauche avait cette forme sobre propre aux montres de luxe. Rien d'ostentatoire, pas de brillance excessive, juste la certitude tranquille de celui qui n'a pas besoin de crier sa propre valeur. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il était sorti de sa chambre sans s'en soucier, et il y avait quelque chose dans ses yeux sombres qu'elle ne pouvait pas nommer sur le moment. Ce n'était pas du jugement, ni de la curiosité vulgaire. C'était autre chose. « Puis-je aider monsieur pour quelque chose ?» L'homme ne répondit pas tout de suite. Il la regarda pendant 2 ou 3 secondes, un temps suffisant pour devenir embarrassant, avant d'ouvrir la bouche. Mais avant qu'un mot ne puisse sortir de l'un ou de l'autre, le couloir fut traversé par le bruit de talons claquants. C'étaient des talons en cuir, décidés, rythmés, le genre de démarche qui annonce une arrivée bien avant que la propriétaire des chaussures n'apparaisse au tournant. Norma Salai déboucha dans le couloir avec cette marche qu'Iris avait déjà appris à reconnaître de loin, comme le signe que quelque chose allait mal tourner pour quelqu'un. La directrice de la restauration était là depuis 12 ans. Elle avait la cinquantaine, les cheveux tirés sévèrement en arrière, un rouge à lèvres toujours rouge sombre, et elle possédait le don spécial de transformer n'importe quelle remarque en humiliation, si la cible était d'un rang assez bas pour ne pas répliquer. Elle arriva, évalua la situation en 1 seconde,
ignora totalement la présence du client, une erreur qu'elle ne commettrait qu'une fois, et se tourna vers Iris avec ce ton bas qui semble discret, mais qui transporte assez de venin pour tuer toute une conversation. « Nouvel employé », dit-elle en prononçant le titre comme une insulte. « Téléphone pendant les heures de service. » Appuyé contre le mur, sans plateau, sans tenue, sans éthique de travail. Chaque phrase tombait comme un coup mesuré. Ce n'est pas n'importe quel lieu de travail ici. C'est un standard 5 étoiles. Si vous ne savez pas ce que cela signifie, je peux vous expliquer personnellement comment fonctionne le processus de remplacement dans cet hôtel. Tout le monde a des problèmes, ma chère. Le ton de Norma ne changea pas. Elle était entraînée pour cela. Savez-vous quelle est la différence entre vous et celui qui garde son poste ici? Le professionnalisme. Votre service se termine à 22 heures. Si vous ne pouvez pas garder votre téléphone dans votre poche jusqu'à 22 heures, peut-être que cet endroit n'est pas fait pour vous. Le silence qui suivit fut lourd. Iris retint ce qu'elle voulait dire, ce qu'elle aurait dû dire, la défense qui aurait été juste mais qui n'aurait servi à rien. Elle déglutit. Elle garda son regard fixe pour ne montrer ni colère ni humiliation. Les deux émotions qu'elle ressentait avec une intensité égale à ce moment-là. C'est alors que la voix résonna. Calme, sans hâte, mais avec une autorité qui n'avait pas besoin de volume pour être entendue. « Je vous demande pardon. Est-ce là le traitement habituel que reçoivent les employés ici ?» La question fut posée avec une objectivité qui n'était pas agressive, juste implacable. Elle a dit qu'il s'agissait d'une urgence familiale. L'homme ne la quittait pas des yeux. J'ai entendu. La directrice de la restauration cligna des yeux. Elle recalcula. Elle dit à Iris de retourner au travail, qu'elle poursuivrait cette conversation plus tard, qu'elle pouvait partir. Les mots sortaient différemment cette fois, avec moins de venin, plus d'inconfort de la part de celle qui venait de réaliser qu'elle avait mal évalué les rapports de force de la situation. Des heures plus tard, alors que la chaleur de l'après-midi avait laissé place à l'humidité nocturne et que les derniers clients du dîner avaient quitté la salle principale, Iris rangeait le salon VIP désert. Ses gestes étaient mécaniques. Elle pliait les serviettes en lin, empilait les menus et alignait les centres de table. Son téléphone vibra dans sa poche. C'était Adèle. Pas un message, un appel. Leur mère avait fait un malaise. Elles étaient aux urgences de l'hôpital de la Croix-Rousse. Ses signes vitaux s'étaient stabilisés, mais le médecin voulait lui parler en personne. Pouvait-elle venir immédiatement? Mais si elle restait et qu'il arrivait vraiment quelque chose, elle ne se le pardonnerait jamais. Elle termina ce qu'elle faisait en exactement 4 minutes. Non par négligence, mais parce que c'était le temps nécessaire pour bien faire les choses, afin de ne pas laisser de travail inachevé pour l'équipe suivante. Puis elle se dirigea vers l'ascenseur, son sac sur l'épaule, toujours en uniforme car elle n'avait pas le temps de se changer. Le couloir du 15e étage était presque sombre. Seul l'éclairage de secours au bas des murs était allumé. Elle appuya sur le bouton de l'ascenseur et regarda les chiffres s'éclairer en haut. La porte d'une chambre s'ouvrit. C'était la chambre 1508. Alexandre Meunier sortit, portant la même chemise noire que l'après-midi, tenant un livre qu'il n'avait manifestement pas terminé. « Est-ce que tout va bien ?» La question semblait simple, sans piège. Iris cligna des yeux. La réponse automatique vint plus vite qu'elle ne put réfléchir. « Oui, je dois y aller. » L'ascenseur arriva avec un léger tintement. Les portes s'ouvrirent. « J'ai entendu votre conversation téléphonique. » La voix d'Alexandre résonna avant même qu'elle n'entre. Iris s'arrêta, un pied déjà dans l'ascenseur. « Je sais que vous traversez une période difficile. Je peux vous aider. » La jeune femme tourna la tête. Il y avait quelque chose dans l'expression de l'homme qui n'était pas de la pitié. Elle aurait immédiatement reconnu et méprisé la pitié. C'était autre chose. Mais à cet instant, le monde entier se résumait à l'hôpital, à sa mère et à sa sœur pâle qui attendaient dans un couloir. « Je n'ai pas besoin de la charité des inconnus. » Elle entra. L'homme retira sa main. Les portes se fermèrent. Dans le miroir intérieur de l'ascenseur, elle vit son propre visage et n'aima pas ce qu'elle vit. Les yeux humides, la mâchoire contractée, le signe de quelqu'un qui maintient une structure qui se fissure de l'intérieur. Elle descendit les 14 étages en respirant lentement. Au rez-de-chaussée, elle traversa la réception sans regarder sur les côtés, franchit la porte tambour, et ce n'est que lorsque l'air tiède de la nuit lyonnaise lui fouetta le visage que ses larmes coulèrent enfin, non pas en sanglots, mais de cette manière silencieuse propre à ceux qui n'ont plus assez d'énergie pour pleurer correctement. Elle attendit 11 minutes à l'arrêt de bus. Son téléphone vibra 3 fois avec des messages de Norma qu'elle n'ouvrit même pas. À l'hôpital, elle trouva Adèle assise sur une chaise en plastique dans le couloir,
les bras entourant son propre corps, les yeux rouges et les cheveux attachés à la hâte. Elles restèrent un moment à s'étreindre sans mot dire. Puis, Adèle raconta ce qu'avait dit le médecin de garde. Iris écouta chaque mot avec cette attention clinique qu'elle avait développée pendant ses 2 années d'école d'infirmière, avant de tout quitter pour s'occuper de sa mère à plein temps quand le diagnostic était tombé. La tumeur progressait. La vitesse s'était accélérée ces dernières semaines. Le docteur Bonnet avait laissé un message avec l'assistant de garde. La fenêtre opératoire commençait à se refermer. Si on n'opérait pas dans les prochaines semaines, le pronostic changerait radicalement. La liste d'attente dans le public était de plusieurs mois. L'opération en clinique privée coûtait 20 000 €. Le temps qu'il restait à leur mère était bien moindre que cela. Elles restèrent à plus d'1 heure dans le couloir froid des urgences, au milieu du bruit lointain des brancards, des moniteurs et des pas pressés. Aucune des deux ne parla d'argent. Ce n'était pas nécessaire. Dans ce silence, tout était déjà dit. Le téléphone d'Iris vibra pour la 8e fois. Elle finit par ouvrir les messages de Norma. Il y en avait 3. Le dernier était le plus court. Votre départ anticipé sans autorisation a été enregistré. Ne revenez pas demain. Réglez vos affaires en cours avec les RH. Sa sœur ferma les yeux un instant avec l'expression de quelqu'un qui cherche quelque chose de positif mais ne trouve rien. Puis elle ouvrit les yeux et prit la main de son aînée avec une fermeté telle qu'elle ne savait plus quoi faire des mots, mais savait comment être présente. Elles restèrent là encore un moment, avec leur mère qui s'était stabilisée dans son lit quelques mètres plus loin, tandis qu'au dehors la nuit avançait, et que Lyon dormait sans rien savoir des guerres silencieuses qui se jouaient dans chaque couloir éclairé de l'hôpital. Quand Iris sortit de l'hôpital après minuit, après avoir envoyé Adèle se reposer quelques heures, elle marcha sans but pendant quelques pâtés de maison. La chaleur nocturne était différente de celle du jour, plus moite, plus lourde sur les épaules. Les rues proches de l'hôpital avaient en ce mouvement nocturne quotidien si particulier. Une pharmacie de garde ouverte, un taxi qui attend, un couple qui descend précipitamment d'un Uber. Son téléphone sonna affichant un numéro inconnu. Elle fixa l'écran 2 secondes avant de décrocher. La voix était grave, calme, le même ton que dans le couloir du 15e étage. Il dit son nom, Alexandre Meunier, le client de la chambre 1108. Il expliqua qu'il avait obtenu son numéro via le registre du personnel de l'hôtel. Il avait appris qu'elle était partie précipitamment et s'était inquiété. Il dit qu'il avait une proposition. Pas de la charité, souligna-t-il, une opportunité de travail. Que dirait-elle s'ils se rencontraient le lendemain pour en discuter tranquillement? Elle ne savait pas pourquoi elle accepta. Peut-être parce que le désespoir était plus lourd que la méfiance, peut-être parce qu'à ce stade, elle n'avait plus rien à perdre. D'accord. Où et quand? Le café se trouvait à 2 rues de l'hôpital central, l'un de ces endroits qui ouvrent tôt parce qu'ils savent qu'ils ont une clientèle de garde, des médecins sortant de service, des familles attendant des nouvelles après une nuit blanche, des infirmières demandant un double café avant d'enchaîner une 2e garde. C'était un lieu modeste, avec des tables en plastique sur le trottoir, un ventilateur mural tournant lentement et une odeur de viennoiserie chaude se mélangeant à celle du café fraîchement moulu. Iris arriva avant l'heure convenue, car elle n'avait plus réussi à dormir après 5 heures du matin. Elle portait un pantalon en toile d'Adèle, serré à la taille, un peu court aux chevilles, mais c'était la pièce la plus formelle de leur garde-robe commune, et le chemisier blanc boutonné qu'elle utilisait pour ses entretiens d'embauche. Elle l'avait repassé soigneusement le matin même, veillant à ce qu'il ne reste aucun pli, et avait attaché ses cheveux avec une pince trouvée au fond de son sac. Elle ne cherchait pas à impressionner. Elle voulait qu'on la prenne au sérieux, ce qui était différent. Il avait besoin de quelqu'un pour se faire passer pour son assistante personnelle pendant 1 semaine, l'accompagner aux réunions, prendre des notes, être présente lors d'événements d'affaires et de dîners. L'apparence d'une assistante lambda, discrète, organisée, présente. Pourquoi elle? Parce qu'il avait besoin de quelqu'un d'extérieur à son propre cercle. Quelqu'un que personne parmi les participants à ces réunions ne connaîtrait, qui pourrait s'asseoir à une table remplie d'hommes d'affaires sans éveiller de soupçons, sans avoir aucun passé commun avec les personnes concernées. Observez. L'homme le dit simplement, sans détour. Le langage corporel, les contradictions entre ce qui est dit et la manière dont c'est dit, les réactions que les gens montrent quand ils pensent que personne ne les observe attentivement. Il avait besoin de savoir en qui il pouvait avoir confiance avant de prendre des décisions commerciales majeures. Et la vérité était qu'au fil de ses années sur le marché,
Il avait appris que les gens révèlent plus d'eux-mêmes quand ils pensent être hors du champ d'observation directe du négociateur principal. « Et la rémunération ?» demanda la jeune femme d'un ton neutre, comme quelqu'un qui avait déjà dépassé la surprise pour passer à la partie pragmatique. L'homme prononça la somme. 20 000 €, payé à la fin de la semaine par virement direct. Le monde s'arrêta une seconde. Iris ressentit une sensation étrange dans l'estomac. Ce n'était pas de la joie, mais ce vertige que l'on ressent quand une opportunité arrive avec une telle ampleur que le cerveau met du temps à la traiter. Elle plissa les yeux. « Comment savez-vous exactement de combien j'ai besoin ?» La jeune femme resta silencieuse quelques secondes. Le ventilateur tournait. À la table voisine, quelqu'un commandait un jus de fruits. « Je dois y réfléchir », finit-elle par dire. L'homme hocha la tête. Il sortit une carte de visite de sa poche et la posa sur la table entre eux deux. Elle était blanche, sans décoration, avec son nom et une simple description « Consultante en affaires ». Une adresse de bureau dans la partie la plus prisée de la ville. Un numéro de téléphone. « Appelez-moi quand vous aurez décidé », dit-il. Il laissa assez d'argent pour les 2 cafés, se leva et partit sans pression, sans regarder en arrière, sans l'urgence de celui qui veut conclure l'affaire immédiatement. C'est ce qui attira le plus l'attention de la jeune femme, l'absence de pression. Comme si le refus était pour lui une option aussi légitime que l'acceptation. Elle rentra en bus, observant par la fenêtre Lyon défiler sous ses yeux. La ville avait ce rythme particulier qu'elle connaissait depuis l'enfance, à la fois bruyante et lente, avec cette chaleur qui collait à la peau, mais qui offrait aussi une sorte de refuge, comme si la tiédeur faisait autant partie de l'identité du lieu que les gens qui y étaient nés. Dans le petit appartement de 2 pièces qu'elle partageait à 3 dans le quartier de Vèze, elle s'assit sur son lit et regarda la carte. Le ventilateur de plafond tournait. Le volet était à demi baissé. Dans l'autre chambre, les affaires de sa mère étaient rangées comme elle les aimait. L'oreiller à gauche, la couverture pliée, le flacon de parfum qu'elle utilisait depuis 20 ans sur la commode. Une partie d'elle lui criait de ne pas y aller. Les inconnus n'offrent pas 20 000 € pour une semaine de travail sans qu'il y ait un loup dans l'équation. Elle avait entendu assez d'histoires en grandissant pour savoir que la générosité qui semble trop grande cache généralement un prix qui n'est pas dans le contrat. Elle l'avait appris à la dure en observant les erreurs des autres, en voyant les promesses s'évaporer. Mais il y avait une autre partie d'elle, celle qui savait combien de jours il restait avant que la fenêtre opératoire ne se referme. Celle qui avait fait le calcul 34 fois depuis que le diagnostic s'était aggravé. Celle qui, chaque nuit, essayait de dormir mais fixait le plafond, refaisant sans cesse les comptes qui ne tombaient jamais justes. Avant de pouvoir changer d'avis, elle prit son téléphone et composa le numéro. L'homme décrocha à la 2e sonnerie. « J'accepte. Quand est-ce que je commence ?» Sa voix ne montra ni surprise ni triomphe, juste son habituelle objectivité calme. Il lui dit de se présenter le lendemain matin à 9 h au 22e étage de l'adresse indiquée sur la carte. De s'annoncer comme Iris Lemaire, assistante personnelle. Si possible, de venir en tenue formelle. La jeune femme regarda le pantalon d'Adèle plié sur la chaise. Tenue formelle. C'est noté. Elle prit congé et raccrocha. Elle resta un instant assise, le téléphone sur les genoux, les yeux fermés, respirant lentement. Puis elle se leva et alla vers l'armoire. La sienne et celle de sa sœur étaient communes. Elles partagèrent l'espace comme tout le reste, pour chercher ce qui ressemblerait le plus à la tenue d'une assistante de millionnaire dans la penderie de quelqu'un qui gagnait assez pour ne pas avoir faim, mais jamais assez pour s'acheter des vêtements neufs en dehors des soldes. Elle trouva un ensemble qui appartenait à sa mère, avant qu'elle ne perde du poids à cause du traitement. Un pantalon en tissu noir, un peu large à la taille, mais qu'une fine ceinture réglerait, et un blazer bleu marine dont le tissu tenait encore la forme, car sa mère avait toujours pris soin des belles pièces. Repasser 2 fois, ça irait. Ce n'était pas parfait, mais c'était sérieux. Le lendemain matin, l'immeuble était exactement ce que l'adresse promettait. Une façade de marbre et de verre, un portail avec détecteur de métaux, des réceptionnistes en cravate qui saluaient avec le même ton professionnel qu'au Grand Palais. Elle monta au 22e étage dans un ascenseur silencieux et arriva dans une salle de réunion offrant une vue panoramique sur la Saône et le Rhône qui traversèrent la ville. La jeune femme ne sourit pas. Venons-en au fait. L'homme expliqua tout avec l'objectivité de celui qui avait déjà planifié cette conversation avant même qu'elle n'ait lieu. Au cours de la semaine, il rencontrerait plusieurs hommes d'affaires et partenaires potentiels. Certains voulaient vraiment faire affaire et étaient des personnes avec qui il valait la peine de construire.
D'autres voulaient l'escroquer ou simplement l'utiliser comme outil pour d'autres négociations parallèles auxquelles il n'avait, en réalité, rien à voir. Il avait besoin de savoir qui était qui avant d'engager des ressources significatives. Elle serait l'assistante. Elle prendrait des notes. Elle paraîtrait occupée par des papiers et des tableaux. Mais en réalité, elle observerait, non pas les visages principaux, pas l'homme d'affaires que l'homme était en train d'évaluer, mais les détails dans l'environnement, le langage corporel quand ils pensent que la caméra regarde ailleurs, les contradictions entre ce qu'ils disent sur les délais et la façon dont leur corps réagit quand le sujet change, les messages tapés discrètement sous la table pendant la négociation. « Avez-vous déjà lu les gens ainsi auparavant ?» demanda l'homme. L'homme la regarda avec cette expression qu'elle n'arrivait toujours pas à définir précisément. « Cela conviendra. » La première rencontre eut lieu l'après-midi même. Un entrepreneur en bâtiment, Évariste Palval, il se présenta avec une carte de visite recto verso, un homme d'âge mûr, avec un ventre respectable, dans un costume beige qui avait dû coûter cher il y a quelques années, ce que montrait l'usure fine des coutures. Son sourire était large et arrivait avant lui-même dans la pièce. Quand Évariste partit, saluant Alexandre d'une poignée de main qui dura une seconde de trop pour montrer de l'intérêt sans rien engager, ils ne restèrent que deux dans la pièce. La jeune femme ferma son carnet. « Il ment sur quelque chose. Je ne sais pas encore exactement sur quoi, mais il y a quelque chose qu'il ne veut pas que vous découvriez. Les délais et les permis environnementaux activent quelque chose en lui. Sa montre est une habitude nerveuse. Il la touche quand il veut changer de sujet. » L'homme resta silencieux un instant. « C'est aussi ce que je pensais. » Il n'y avait pas de satisfaction dans sa voix, c'était le sérieux de celui qui confirme quelque chose qu'il espérait ne pas avoir à confirmer. Le deuxième rendez-vous eut lieu le lendemain matin avec une femme nommée Déborah Varga, une dirigeante du marché immobilier d'une cinquantaine d'années. Tailleur gris, lunettes à monture fine, des cheveux gris qu'elle avait manifestement décidé de ne pas teindre, ce qui rendait sa présence plus solide et non moins déterminée. Elle parlait avec assurance des chiffres, du passé du marché, des partenariats qu'elle avait conclus et honorés dans les délais. Il n'y avait aucune anxiété dans sa façon de manipuler les documents. Son regard ne s'échappait pas quand on détaillait les chiffres. Quand Déborah partit, Iris n'eut pas besoin de beaucoup d'explications. Elle semble honnête. Aucun signe de dissimulation dans rien de ce qui a été abordé. Je pense qu'elle serait une bonne partenaire. Ce soir-là, il l'emmena dîner dans un restaurant situé sur le toit d'un immeuble du centre-ville, avec vue sur la Saône en contrebas et la ville illuminée. Iris se sentait mal à l'aise au milieu des nappes en lin et des couverts en argent, mais elle était assez expérimentée pour ne pas le montrer. Elle mangeait lentement, avec la prudence de celle qui sait que l'environnement exige un autre rythme que celui auquel elle était habituée, observant comment l'homme bougeait dans cet environnement avec autant d'aisance que s'il était dans son propre appartement. Au milieu du dîner, elle posa sa fourchette sur le bord de l'assiette et lui demanda ce sur quoi il enquêtait réellement. L'homme la regarda un instant avant de répondre. Puis il raconta que des mois plus tôt, lors d'une négociation qui avait mal tourné d'une manière bien précise, il avait accidentellement découvert un schéma impliquant des personnes disposant de beaucoup d'argent et de pouvoir sur le marché du bâtiment et des infrastructures de la région. Détournement de fonds publics, investissements surévalués, bâtiments livrés avec des matériaux de qualité inférieure à celle prévue au contrat, mettant en danger ceux qui y vivent et y travaillent. Il avait commencé à enquêter pour son propre compte car il ne savait pas en qui il pouvait avoir confiance au sein du système. N'importe quel faux mouvement alerterait les bonnes personnes, qui étaient en réalité les mauvaises. « Est-ce dangereux ?» demanda la jeune femme sans détour. « Cela peut l'être, mais pas pour vous, répondit-il fermement. Vous êtes une assistante inconnue, personne ne fera attention à vous. » La jeune femme reprit sa fourchette. « Cela ne me rassure pas trop. Cela ne devrait pas, dit l'homme avec une honnêteté à laquelle elle ne s'attendait pas. Mais c'est ce que je peux offrir maintenant. Pression. Intimidation, répondit-il sans hésiter. Ces gens ont beaucoup à perdre. Mais ce ne sont pas des gens qui utilisent la violence ouverte. Pour vous, le risque serait qu'on découvre que vous savez ce que vous savez. La jeune femme traita l'information. Donc tant que personne ne sait ce que je fais réellement, je suis en sécurité. Exactement. Elle hocha lentement la tête. Elle avait accepté l'argent. Elle avait pris la décision. Et comme elle l'avait appris toute sa vie, les décisions ont des conséquences auxquelles il faut faire face. Non avec naïveté, mais les yeux ouverts. L'addition arriva. L'homme paya sans même regarder le montant.
La jeune femme observa cela pensant qu'il y avait une réelle différence entre celui qui a de l'argent et celui qui est habitué à en avoir. La différence était précisément là, dans ce geste automatique sans vérification préalable, qui pour elle n'avait jamais été automatique. Dehors, la chaleur était encore lourde dans l'air, malgré l'avancée de la nuit. Il l'accompagna jusqu'à l'arrêt de bus, sans que cela paraisse être une faveur. Il s'arrêta simplement là, comme si c'était le chemin de tout le monde. « À demain », dit la jeune femme avant que le bus n'arrive. « À demain », dit l'homme. Dans le bus du retour, regardant la ville défiler par la fenêtre, elle pensa à sa mère, à l'expression du médecin, au chiffre de 20 000, et au fait que ce chiffre était soudain passé d'une abstraction lointaine à quelque chose qui avait un visage, un bureau au 22e étage, et la possibilité réelle d'être sur son compte bancaire 7 jours plus tard. Elle n'était pas encore en sécurité, mais c'était la première chose depuis longtemps qui ressemblait à de l'espoir. Et elle s'y accrochait prudemment, comme si cela pouvait se briser si elle serrait trop fort. Le 3e jour, la réunion fut différente des précédentes dès l'instant où l'ascenseur s'ouvrit. L'investisseur s'appelait Valère Sarko, un homme grand aux cheveux gris, portant un costume bleu très particulier, du genre qui n'existe que dans les boutiques sans étiquette de prix en vitrine. Il entra dans la salle de réunion avec cette présence de celui qui est habitué à être le point le plus important de n'importe quel environnement. Non parce qu'il serait ouvertement arrogant, mais parce que depuis des décennies, personne ne lui avait dit non. Derrière lui, une jeune avocate au chignon impeccable portant une épaisse sacoche et son téléphone dans l'autre main, le regard aux aguets. Puis, elle commença à observer. L'avocate pianotait sur son téléphone à intervalles réguliers, pas de manière frappante, mais Iris avait placé son carnet de sorte que son champ de vision couvrait la main droite de la femme sans avoir à tourner la tête. Elle tapait. Elle ne lisait pas seulement des notifications. Elle rédigeait des messages, les envoyait les uns après les autres, attendant une réponse. À qui dans cette pièce, pendant la réunion? La rencontre dura 40 minutes. Quand Valère et l'avocate partirent, après une nouvelle poignée de main cordiale et la promesse vague d'un retour prochain, le silence qui resta dans la pièce était tendu. « Il ne va pas investir », dit la jeune femme avant qu'on ne lui demande. « Il gagne juste du temps. Il négocie probablement avec une autre partie en parallèle et vous utilise comme levier de pression, pour que l'autre partie sente qu'il y a de la concurrence et doive conclure plus vite avec des conditions plus favorables. » Et l'avocate envoyait des messages pendant toute la rencontre. Quelqu'un suivait ce qui se passait ici en temps réel. La jeune femme ferma son carnet. De l'autre côté de la fenêtre, le ciel de Lyon avait ce bleu particulier de cette heure de l'après-midi. La ville s'étalait à perte de vue, les deux fleuves se rejoignant loin à l'horizon. « Y a-t-il autre chose que vous ne m'avez pas dit sur la véritable ampleur de tout cela ?» demanda-t-elle. L'homme se retourna. La jeune femme reconnut à cet instant qu'une décision se jouait en lui. Elle le voyait maintenant, après avoir passé des jours à observer comment il bougeait, comment il choisissait quoi révéler et quand. « Oui, dit-il, mais pas ici. » Sur le chemin du retour en voiture, alors que le trafic de l'après-midi paralysait des quartiers entiers, il resta silencieux quelques minutes. La jeune femme ne le pressa pas. Elle avait appris que le silence est parfois le seul moyen pour les gens d'organiser ce qu'ils vont dire. « Je dois vous demander quelque chose, dit enfin l'homme. Quelque chose qui exige plus que ce que nous avions convenu. » La jeune femme tourna la tête. Elle attendit. Il avait besoin qu'elle entre dans le bureau, trouve les documents spécifiques et les photographies. « Ce n'était pas dans l'accord, dit-elle d'un ton neutre. « Ce n'était pas dedans, confirma l'homme. Et je comprendrais que vous refusiez. Vous me demandez d'entrer illégalement dans un bureau et de photographier des documents privés. Oui. Et si quelque chose tourne mal, j'assume toute la responsabilité. On vous a envoyé là-bas pour chercher un document oublié lors d'une précédente rencontre. Vous ne saviez rien d'autre. Je suis capable de maintenir cette version. » La jeune femme le regarda. « C'est très facile à dire pour quelqu'un qui ne m'a toujours pas expliqué la véritable ampleur de ce dans quoi je me suis retrouvé. » L'homme ne la quittait pas des yeux. « Vous avez raison, vous méritez d'en savoir plus. » Et alors il décrivit tout, pas en généralité, en détail. Des travaux publics surévalués dans des contrats de millions avec la municipalité et l'État. Des matériaux de construction de qualité inférieure substitués après la réception technique, des structures livrées avec de graves risques de sécurité identifiés par des experts. De l'argent détourné de programmes de logements sociaux promis à des familles nécessiteuses et qui n'est jamais arrivé. Un schéma qui dévorait les fonds publics depuis des années sans mener nulle part. La jeune femme se tut. Elle pensa à sa mère.
Elle pensa à toutes les fois où sa famille avait dépendu du système de soins publics et où le système les avait laissés tomber. L'assurance refusant la couverture, la banque refusant le prêt, la liste d'attente publique de plusieurs mois. Elle pensa que l'argent qui manquait pour l'opération de sa mère existait quelque part. Il sortait de quelque budget. Il était destiné à quelque chose et arrivait à un tout autre endroit. Ce n'était pas une abstraction. C'était de l'argent réel pris à des gens réels. « D'accord, dit-elle. » Sa voix était plus ferme qu'elle ne s'y attendait. « Mais vous me payez l'autre moitié maintenant. Et si quelque chose tourne mal, vous me sortez de là, peu importe le prix. » Le plan était le suivant. Palval avait une réunion extérieure le lendemain après-midi à 17h30. Alexandre l'avait confirmé avec une source interne à l'entreprise. Seule la réceptionniste de garde resterait au bureau, sans directeur ni cadre. Iris avait une fenêtre de sécurité de 20 minutes. Elle entrerait comme quelqu'un ayant participé à une réunion précédente avec Palval et ayant oublié un document. La réceptionniste l'avait vue lors de sa visite du premier jour. Elle reconnaîtrait son visage. « 10 minutes maximum, » dit l'homme. « Vous entrez, vous trouvez les documents, vous les photographiez et vous sortez. » La jeune femme le répétait dans sa tête. 10 minutes. Simple. Rien n'est simple. Le lendemain matin, avant de partir, elle passa à l'hôpital. Sa mère était réveillée quand elle arriva, assise dans son lit, le son de la télévision bas, son visage portant ses traces d'une nuit mal dormie qu'Iris connaissait bien, mais faisait semblant de ne pas voir. Sylvie Lemaire avait 52 ans et semblait en avoir vécu 100, non par la souffrance accumulée, mais par une vie vécue intensément, des enfants élevés avec peu, un travail porté sur son dos pendant des décennies. C'était une femme qui, toute sa vie, avait fait passer ses filles avant elle avec une constance que ses filles ne commençaient à mesurer vraiment qu'en voyant ce que cela coûtait. « Tu vas bien ?» demanda sa mère, avant qu'Iris ne puisse poser la même question. Oui, elle s'assit sur la chaise à côté du lit. Elle prit la main de sa mère. « Comment s'est passée la nuit ?»« Bien, dit sa mère, ce qu'elle disait toujours même quand ce n'était pas le cas. La nouvelle infirmière qui a pris son service hier est très attentionnée. Elle m'a un peu rappelé, toi. »« Iris, » dit sa mère à un moment, avec ce ton particulier qui annonçait l'arrivée de quelque chose d'important. « Je sais que la situation est difficile. Maman, laisse-moi parler. » Sa voix était douce mais ferme. « Vous n'avez pas à tout sacrifier pour moi. Toi et Adèle êtes jeunes. Vous avez la vie devant vous. Toi aussi. » Sa mère lui serra la main. J'essaie d'y croire. Sa mère ne demanda pas comment. Au fil des ans, elle avait appris que quand Iris disait qu'elle s'en occupait vraiment. Peut-être pas de la manière que n'importe qui d'autre choisirait, mais de la manière qui fonctionnait. À 17h20, Iris se tenait sur le trottoir devant l'immeuble de bureau où se trouvait celui d'Évariste Palval. Elle portait la même tenue formelle que le jour de la rencontre, portait une fine chemise avec des papiers insignifiants qui paraissaient assez importants pour justifier l'histoire du document oublié. Elle prit une profonde inspiration. Elle entra. La réceptionniste, jeune avec un chignon similaire à celui de l'avocate de Valère, un badge sur la poitrine, leva les yeux quand la jeune femme arriva au comptoir. « Bonjour, j'ai participé à une réunion chez Monsieur Palval la semaine dernière et il semble que j'ai oublié une chemise ici. Je devrais jeter un coup d'œil rapide dans la salle de réunion. » La réceptionniste la regarda une seconde, avec cette identification faciale rapide et involontaire que les gens font avec les visages familiers. Ce fut suffisant pour la reconnaissance, pour ne pas éprouver de suspicion. « La salle de réunion principale est ouverte. Vous pouvez regarder, mais faites vite car je termine mon service. » C'était aussi simple que cela. La partie la plus effrayante s'était déroulée en 10 secondes. Elle regarda autour d'elle. Son cœur s'accéléra, mais sa tête fonctionnait encore. Il n'y avait pas de temps pour forcer quoi que ce soit sans laisser de traces. Il restait 14 minutes de fenêtre. L'armoire latérale. Elle y alla. Des portes en bois, sans cadenas. Un accès simple, quotidien. Elle ouvrit. Des chemises classées par période, chacune avec une étiquette datée. Elle fit courir ses doigts sur les étiquettes jusqu'à trouver les noms correspondant à ce qu'Alexandre avait décrit. Des contrats de chantier spécifiques, des fournisseurs spécifiques. Elle commença à photographier. Page après page, le téléphone était en mode silencieux, mais le bruit de ses battements de cœur remplissait le silence dans sa propre tête. Des factures avec des montants qui ne répondaient à aucune logique de marché. Des justificatifs avec des tampons d'entreprises dont elle n'avait même pas besoin de savoir ce qu'elles étaient. C'étaient des entreprises fantômes, elle sentait la structure du papier, l'adresse répétée pour 3 entreprises différentes. Des contrats avec des avenants signés après la livraison.
Le travail était déjà terminé. L'argent supplémentaire était débloqué sans justification technique. Elle en était à la 12e page quand elle entendit les pas. Son sang se glaça d'une manière qu'elle n'avait lue que dans les descriptions littéraires et n'avait encore jamais vraiment expérimenté, ce froid qui commence à la nuque et descend jusqu'aux épaules en moins d'une seconde. Les pas étaient dans le couloir. Lents. Ce n'était pas la réceptionniste, c'étaient des pas de chaussures d'homme lourdes, le genre qui fait un bruit différent sur le carrelage. Elle referma prudemment l'armoire, veillant à ne pas faire de bruit. Elle rangea son téléphone. Elle regarda autour d'elle. Il y avait une porte, et les pas venaient de là. Il y avait la table de réunion. Il y avait l'espace entre le bureau de Palval et le mur du fond. Étroit, sombre, suffisant pour qu'une personne de petite taille s'y recroqueville en descendant jusqu'au sol. Elle y alla avant que la raison ne puisse interrompre l'instinct. Elle plia les genoux, se recroquevilla dans l'espace entre le meuble et le mur et resta totalement immobile. La porte s'ouvrit. Les pas entrèrent. Une voix se fit entendre au téléphone. Quelqu'un parlait de papiers qu'il avait laissés là, qu'il les cherchait vite et qu'il partait. Iris comptait les secondes. Elle entendit l'ouverture du tiroir latéral, celui qui était fermé, il avait donc la clé. Elle entendit le bruit des pages que l'on tourne. Elle entendit la fermeture du tiroir. Les pas retournèrent vers la porte. La porte se ferma. Silence. Elle resta immobile encore 20 secondes, ce qui sembla absurdement plus long. Ses jambes tremblaient, non de fatigue, mais de ce tremblement involontaire que produit le système nerveux quand la tension accumulée s'évacue trop vite. Elle se leva lentement. Elle vérifia le téléphone. Les photos étaient là, 12 pages, nettes, lisibles. Elle sortit de la pièce, passa devant le comptoir où la réceptionniste rangeait déjà ses propres affaires, lança un merci rapide et franchit la porte vitrée sans courir, car courir aurait été une erreur, celui qui court attire l'attention. 2 pâtés de maison plus loin, elle s'arrêta en s'appuyant contre le mur d'un immeuble résidentiel et laissa ses poumons fonctionner vraiment, pour la première fois, en 20 minutes. Ses mains tremblaient tellement qu'elle dut les serrer l'une contre l'autre quelques secondes avant de réussir à sortir son téléphone pour appeler Alexandre. « J'ai les photos », dit-elle quand l'homme décrocha. « Est-ce que vous allez bien ?» La question vint avant toute remarque sur les photos. « Oui », répondit la jeune femme, et c'était vrai maintenant que l'adrénaline retombait et que le corps laissait place au soulagement. « Je vais bien. »« Beau travail », dit l'homme. « Très beau travail. » Ce soir-là, dans l'appartement, alors qu'Adèle dormait déjà et que la maison était enveloppée dans le silence des heures tardives, Iris était assise dans la cuisine avec un verre d'eau qu'elle ne but même pas, regardant ses propres mains. Elle avait fait quelque chose qu'elle n'aurait jamais pensé faire. Elle n'aimait pas le sentiment d'être dans un endroit où elle ne devrait pas être. Mais à chaque page photographiée, elle pensait à chaque famille qui dépendait des travaux publics et n'avait pas reçu ce qui lui était dû. À chaque projet de logement qui détournait l'argent de ceux qui en avaient besoin. Et elle pensait à sa mère. Parfois, le courage et le désespoir étaient la même chose, vus sous un angle différent. Le téléphone vibra. C'était Alexandre. Un court message. « J'ai envoyé les photos à l'agent qui suit l'enquête. Il a dit que c'était exactement ce dont ils avaient besoin. Merci. » Elle regarda ces mots pendant un long moment. Puis, elle alla dormir. Le lendemain, Iris passa à l'hôpital avant toute chose. C'était tôt le matin. La fraîcheur de l'aube se mélangeait encore à l'air, et elle apportait des brioches de la boulangerie du coin, celle qui ouvrait à 5 heures du matin pour servir ceux qui sortèrent de garde et ceux qui veillaient, et 2 gobelets de café. Sylvie était réveillée, comme presque toujours quand sa fille arrivait le matin. Sa mère s'était toujours levée tôt, même pendant les années où le travail matinal était une contrainte. L'habitude était restée bien après que la contrainte eût disparu. Le visage de sa mère avait plus de couleurs que les jours précédents. Une petite amélioration, mais le genre qu'Iris savait être réel, pas cette amélioration feinte que les gens montrent quand ils veulent paraître bien devant leurs visiteurs, mais celle qui apparaît dans les yeux avant de se voir sur le visage. « Tu es différente », dit sa mère quand sa fille s'assit à côté du lit. « Non, je ne le suis pas », répondit-elle, sachant que si. « Si, tu l'es. » Sylvie la regarda avec cette capacité maternelle propre à voir à travers ce qu'on lui montre. « Quelque chose se passe. Tu n'as pas à tout me dire, mais tu es différente. » Sa mère resta silencieuse un instant. Puis elle ferma les yeux. Non de douleur, mais de cette manière de celui qui reçoit quelque chose de trop grand pour être traité à voix haute immédiatement. Quand elle les ouvrit, ils étaient embués de larmes qu'elle ne laissa pas couler. « Comment ?»« J'ai trouvé une solution, dit simplement la jeune femme. C'est ce que je fais. »
Quand Iris sortit plus tard et prit le bus vers le bureau d'Alexandre, elle avait dans sa poche la confirmation du virement de la première partie effectuée la veille au soir. 10 000 € sur un compte bancaire qui, pendant des mois, avait affiché un solde à 3 chiffres. C'était une sensation étrange, pas une joie immédiate, mais quelque chose comme si le sol devenait solide sous ses pieds après une longue période passée sur un terrain incertain. Avec Adèle, elles avaient eu l'appel avec le cabinet du docteur Bonnet la veille au soir. La chirurgienne l'avait écouté avec cette brièveté professionnelle que seul possède celui qui a déjà vu beaucoup de familles dans cette situation, sans émotion débordante, sans commentaire sur le soulagement, juste ceci. Je vous rappelle demain matin avec l'heure exacte. Nous gardons l'équipe habituelle. Le pronostic reste favorable si nous opérons dans cette fenêtre. Dans le bureau du 22e étage, Alexandre était au téléphone quand elle arriva, mais il lui fit signe de s'asseoir le temps qu'il finisse. La conversation était courte, technique, portant sur des calendriers. Quand il raccrocha, il se tourna vers elle avec cette attention directe qu'elle avait remarquée dès le début. Quand il la regardait vraiment, pas avec ce détachement de celui qui pense à autre chose en même temps. « Le repos d'aujourd'hui est annulé, dit-il. J'ai besoin que vous veniez demain pour une dernière rencontre, la plus importante de la semaine. » La jeune femme s'était déjà préparée à cela. Qui est-ce? Valère Sarko à nouveau, mais cette fois avec 2 associés qui n'étaient pas présents à la rencontre précédente. Il marqua une pause, et probablement avec Évariste Palval. La jeune femme leva les yeux. « Le même dont je suis entré dans le bureau hier. »« Le même » dit l'homme sans minimiser la chose. « Mais dans le contexte de demain, vous n'êtes jamais entré dans son bureau. Vous êtes une assistante qui ne l'a jamais connu. Êtes-vous capable de tenir cela ?» C'était une question honnête. Elle réfléchit une seconde, non pas à savoir si elle pouvait mentir, mais à savoir si elle pouvait garder son sang-froid dans un environnement où la cible serait physiquement présente. C'était une chose d'observer quelqu'un à travers des documents ou dans une salle de réunion où elle était invisible. C'en était une autre d'être invisible quand l'invisibilité exigeait de la conscience. « J'en suis capable, dit-elle. » L'homme hocha la tête. « Cette rencontre sera différente des autres. J'y vais avec une proposition concrète. Ils vont essayer de me mener en bateau à nouveau ou de me mettre la pression. J'ai besoin que vous observiez tout, n'importe quel signe indiquant qu'il y a un 3e ordre du jour qu'ils n'annoncent pas. Quel genre de 3e ordre du jour? Comme par exemple le fait qu'ils pourraient déjà savoir qui je suis réellement. » Son ton ne changea pas en disant cela. « Je me suis enregistré à l'hôtel sous un autre nom, mais j'enquête sur un schéma de cette ampleur depuis des semaines. Il peut y avoir quelqu'un qui a relié les points. S'ils savent, la rencontre ne sera pas une négociation, dit la jeune femme. « Non, confirma l'homme. Alors pourquoi y aller ?» L'homme la regarda un instant. Il y avait quelque chose dans cette expression. Pas de la vantardise, pas de la témérité, mais cette détermination propre à celui qui est arrivé à un point où reculer n'est plus une option réelle. Parce que si je n'y vais pas, ils sauront que je sais qu'ils savent. Et alors le schéma se refermera, ils détruiront les preuves, et il ne se passera jamais rien. Jamais. La jeune femme traita cela. Et les photos que j'ai envoyées à la police? Elles suffisent pour une enquête. Elles ne suffisent pas forcément pour l'action qui doit avoir lieu avant qu'ils ne remarquent ce que nous avons trouvé. Il hésita une seconde. L'agent qui suit l'affaire a confirmé qu'il lançait l'opération. Mais il a besoin d'un moment concret, un lieu où les principaux intéressés sont ensemble, une rencontre comme celle de demain. L'homme ne le nia pas. J'utilise la rencontre comme une opportunité. Ce qui est différent. La jeune femme pensa à sa mère, au fait que l'opération était déjà réservée, au fait que la seconde moitié du paiement serait virée à la fin de la semaine, au fait qu'elle était arrivée à ce point en prenant des décisions qui, 7 jours plus tôt, n'auraient pas semblé raisonnables. Au fait que parfois la différence entre la prudence et la lâcheté est bien plus mince que ce que les gens aiment admettre. « Je serai là demain, » dit-elle. Cet après-midi-là, avec le reste de la journée effectivement libre, elle rentra chez elle et s'assit avec Adèle sur le petit balcon de l'appartement. 2 pots de plantes que leur mère avait achetées des années auparavant et dont les filles s'occupaient maintenant avec ce dévouement propre à celui qui garde quelque chose ayant appartenu à un être cher. La chaleur de l'après-midi était dense, avec cette qualité propre à Lyon qui n'était pas désagréable quand on y avait grandi. « Est-ce que tu vas me dire un jour ce qui se passe réellement ?» demanda sa sœur sans quitter la rue des Yeux. « Un jour, répondit Iris. Pas maintenant. »« Pour quand est fixée l'opération ?» demanda-t-elle.
La semaine prochaine, dit Iris, mercredi matin. Ça va marcher, dit Iris, non comme une promesse qu'elle ne pouvait garantir, mais comme l'affirmation de la seule position mentale qu'il valait la peine d'adopter. Ça va marcher, acquiesça Adèle. Elles se turent. En bas, un enfant jouait au ballon sur le trottoir. Un chien dormait à l'ombre du portail voisin. La vie quotidienne se déroulait autour d'elle avec cette même douce indifférence, sans se soucier du fait que pour certaines familles, ces jours portèrent le poids de mois de décisions qui changeaient tout. Le matin du dernier jour de travail, Iris se réveilla avant l'alarme. Elle resta quelques minutes dans son lit, fixant le plafond, réorganisant mentalement ce qu'elle savait, ce qu'elle attendait, ce à quoi elle devait se préparer. Il y avait quelque chose qu'elle avait appris pendant ces 2 années d'infirmière et les années qui suivirent. Le corps sait quand une situation exige plus que la normale, pas comme un 6e sens mystique, comme une lecture accumulée de l'expérience. Le corps traite des signes que l'esprit est encore en train d'organiser. Ce matin-là, son corps lui disait « Sois vigilante ». Elle arriva au bureau avec 10 minutes d'avance. Alexandre était déjà là, en costume pour la première fois de la semaine. Sombre, à la coupe précise, la cravate bordeaux étant la seule pièce colorée. Il y avait quelque chose d'autre en lui, en plus de ses vêtements. Une concentration d'un autre genre, plus contenue, plus dirigée. Comme un moteur tournant à un régime plus élevé. « Tout va bien ?» demanda la jeune femme. « Tout va bien, dit-il. » Mais il y avait quelque chose dans le silence, avant le mot qu'elle remarqua. Ils prirent un taxi pour l'adresse de la rencontre, un autre immeuble que ceux visités au cours de la semaine, plus imposant, dans le quartier des affaires du centre-ville. Salle au 10e étage, vue panoramique, longue table, chaises en cuir. Ils arrivèrent en avance et attendirent. Puis la porte s'ouvrit à nouveau. Rien sur son visage ne trahissait le fait que moins de 48 heures auparavant, elle était dans son bureau, cachée derrière un meuble dans le noir. La rencontre commença. Et en moins de 5 minutes, elle sut que quelque chose n'allait profondément pas. Puis Valère fut direct, sans préparation, sans le masque de la négociation. Il dit qu'ils étaient au courant de l'enquête, qu'ils étaient au courant pour les photos. Il savait qu'Alexandre avait passé toute la semaine à rencontrer des partenaires, vérifiant qui était impliqué dans le schéma. Et il fit comprendre avec cette froide objectivité de celui qui sait exactement où il met les pieds, que si les choses ne s'arrêtaient pas là, il y aurait des conséquences. Qu'il serait dommage, dit-il, s'il arrivait quelque chose aux proches d'Alexandre. La qualité du silence dans la pièce changea. C'est alors que la porte s'ouvrit. Un homme grand et corpulent, en costume sombre. Derrière lui, 2 autres, avec cette allure immédiatement reconnaissable. L'insigne apparut plus vite que n'importe quelle parole. Police. Ce seul mot changea la température de la pièce, d'une manière telle que l'air sembla devenir plus lourd d'une seconde à l'autre. L'officier prononça les noms, Valère Sarko, Évariste Palval et les 2 autres, et cita les articles de loi correspondant au mandat d'arrêt qu'ils avaient en main. L'avocate de Valère, qui était entrée discrètement derrière le groupe, ouvrit la sacoche qu'elle portait mais ne dit rien encore. Elle était en train de traiter la vitesse à laquelle le décor venait de changer. Les 4 furent menottés avec une efficacité qui révélait que pour cette équipe, ce n'était pas le premier type d'opération de ce genre. Valère resta immobile, avec l'expression d'un homme qui n'avait jamais été traité ainsi et qui n'avait pas encore totalement réalisé que c'était précisément ce qui arrivait. Évariste essaya de dire quelque chose à l'officier, mais l'officier, à cet instant, ne s'y intéressait pas. On les fit sortir. La porte se ferma. « Est-ce que vous allez bien ?» demanda-t-il. C'était la 2e fois de la semaine qu'il posait cette question ainsi, avec cette objectivité qui était d'une certaine manière plus douce que n'importe quel long discours. « Oui, » dit la jeune femme. « Vous devez m'expliquer ce qui s'est réellement passé. » La pièce devint étrangement calme après la fermeture des portes. C'était ce genre de silence qui n'existe que lorsqu'un environnement sous une tension extrême se vide soudainement de la source de cette tension. Les chaises étaient encore repoussées là d'où les hommes avaient été emmenés. Un verre d'eau à moitié plein trônait encore devant la place de Valère. Le bloc-notes de l'homme à lunettes était resté sur la table, ouvert à une page où figurait une seule phrase qu'Iris ne pouvait pas lire d'ici. La jeune femme resta assise. Alexandre resta encore quelques secondes près de la fenêtre, les bras croisés, regardant la ville au dehors comme quelqu'un qui a besoin d'un instant pour organiser ce qu'il va dire avant de le prononcer. Puis il se retourna et revint vers la chaise où il était assis pendant la rencontre, de l'autre côté de la table. « Depuis quand saviez-vous qu'ils allaient apparaître aujourd'hui ?» demanda la jeune femme avant que l'homme ne commence. Il ne le nia pas. « Depuis hier soir.
L'agent m'a prévenu que l'opération était programmée pour aujourd'hui et que la rencontre était le moment idéal pour attraper tout le monde au même endroit. Il fallait que la rencontre ait réellement lieu pour que cela fonctionne. Je le soupçonnais. Ils ont compris plus vite que je ne l'espérais. Et pourtant, vous ne m'avez rien dit. L'homme s'arrêta. Non, et je n'aurais pas dû faire cela. Vous auriez mérité de savoir. Il n'y eut pas d'explication compliquée, pas de liste de raisons stratégiques pour le silence. C'était un aveu direct, et la jeune femme le remarqua parce qu'elle s'attendait à autre chose. Elle s'attendait à la version calculée, celle qui présente l'omission comme une décision logique et nécessaire. La version humaine était plus troublante, car elle lui ôtait la possibilité de rester simplement en colère. « Vous m'avez mise dans une pièce avec des gens qui savaient qu'on enquêtait sur eux, dit-elle. Sa voix sortit plus froide qu'elle ne l'avait prévu, sans m'avertir du véritable risque. « Oui, dit l'homme, fermement. C'est exactement le genre de choses dont j'ai dit que je craignais. Que quelqu'un profite de ma situation pour m'entraîner dans un risque que je n'ai pas choisi consciemment. Je sais. » Sa voix n'était pas défensive. C'était celle de quelqu'un qui comprend que le reproche est justifié et ne cherche pas à s'enfuir. Et je ne peux plus rien y changer. Je peux seulement dire que c'était une erreur. La jeune femme resta silencieuse un instant. Dehors, la ville continuait. Voitures, gens, la chaleur qui, même à cette hauteur du 10e étage, ne faiblissait pas. La vie du lion quotidien, indifférente à ce qui se passait dans cette pièce. « Je veux tout comprendre, dit-elle enfin. Depuis le tout début. Qui vous êtes réellement, ce qu'était ce schéma en réalité, et quel a été exactement le rôle des photos que j'ai prises. » Il raconta tout, avec l'objectivité de celui qui ne traite plus ce que l'autre sait, car il n'y avait plus de raison de traiter. Son nom complet était Alexandre Meunier. Il n'était pas seulement consultant en affaires, il était le propriétaire majoritaire d'un groupe d'investissement disposant de ses propres fonds, qui avait été approché presque 8 mois plus tôt par un représentant du schéma impliquant Évariste Palleval, Valère Sarko et d'autres. La proposition lui avait été présentée comme une opportunité d'investissement dans les infrastructures de la région. Rendement supérieur à la moyenne du marché, projet déjà en cours, solidité prouvée. Au cours du processus d'audit, il avait trouvé des contradictions que les proposants avaient tenté d'expliquer d'une manière qui, techniquement, ne tenait pas debout. Quand il avait demandé une documentation plus détaillée, l'attitude des intéressés avait changé d'une manière qu'il avait identifiée comme un signal d'alarme. Il s'était enregistré au Grand Palais sous un autre nom car il avait reçu, via un canal indirect, l'information que certaines personnes surveillaient ses mouvements dans cette ville. Il avait besoin de discrétion le temps de finir de vérifier ses découvertes. L'hôtel avait été choisi car il était proche des bureaux qu'il devait visiter. La police enquêtait déjà sur Évariste Palleval depuis des mois, sur la base d'autres indices. Mais ils avaient besoin d'une documentation reliant le noyau opérationnel, les contrats manipulés, les fausses factures, les justificatifs prouvant les paiements. Les photos qu'Iris avait prises dans le bureau avaient comblé exactement ce vide, non seulement en confirmant ce qui était déjà suspect, mais en fournissant un matériau qui bouclait les arguments juridiques nécessaires au mandat d'arrêt. Sans les photos, l'opération d'aujourd'hui aurait pu prendre encore des mois. Avec elle, cela s'était fait en quelques jours. Elle l'écouta jusqu'au bout sans l'interrompre. Quand il eut fini, elle resta silencieuse un instant, le temps nécessaire pour que la climatisation termine un cycle complet de bruit. « Les photos étaient décisives, » dit la jeune femme. « Ce n'était pas une question. »« Elle l'était, » confirma-t-il. « Donc j'ai contribué à une enquête fédérale en pensant faire un travail d'assistante personnelle. »« Oui, à nouveau sans détour. Et le danger était assez réel pour que la police ait une équipe opérationnelle. Ce n'était pas juste une pression commerciale. » Il ne répondit pas immédiatement. « Les risques que j'ai mentionnés étaient réels. Ceux que j'ai minimisés l'étaient aussi. Vous avez raison sur tout ce que vous dites. »« Je veux être payé aujourd'hui, dit-elle. Les 3 000 restants. Plus la prime de 1 000 que vous avez mentionnée. C'est déjà en cours, dit l'homme. Vous recevrez la confirmation avant la fin de la journée. » Elle regarda encore la ville un instant. La Saône et le Rhône se rejoignaient en un point visible d'ici, comme une ligne qui devient une autre ligne. 2 courants distincts qui, en un point déterminé, deviennent un seul courant. Elle avait toujours trouvé cette vue de Lyon spéciale par rapport à n'importe quelle autre ville. Cette ville aux 2 fleuves était en même temps une ville aux 2 tempéraments, aux 2 rythmes, et elle avait grandi en ressentant les deux comme faisant partie de qui elle était. « Vous avez profité de ma situation pour m'amener jusqu'ici, dit-elle sans se retourner. C'est vrai.
Mais il est aussi vrai que sans vous, l'opération n'aurait pas eu lieu. Ces deux choses peuvent être vraies en même temps. C'est possible, dit l'homme. Cela ne signifie pas que je suis satisfaite de la manière dont cela s'est passé. Je sais. Elle se retourna. Elle le regarda. Il y avait quelque chose dans cette expression qu'elle n'avait pas vu auparavant. Pas le calme calculé d'un homme gérant une négociation, pas l'objectivité d'un homme évaluant quelqu'un. Quelque chose de plus vulnérable était là, comme lorsqu'une couche qui a été en place pendant longtemps se déplace légèrement, et que ce qui était en dessous devient visible un instant avant que l'intéressé ne puisse le recouvrir. « Ramenez-moi chez moi, dit-elle. S'il vous plaît. » Dans la voiture, aucun des deux ne parla pendant un long moment. Lyon défilait sous la fenêtre avec cette lumière dorée de l'après-midi. Les arbres sur le trottoir, le mouvement du centre-ville laissant place au quartier, les enfants sortant de l'école, les femmes avec leurs sacs de courses. La vie quotidienne se déroulait avec cette même obstination constante qui, si l'on y prête attention, est une forme de courage en soi. Quand ils s'arrêtèrent devant l'immeuble où elle habitait, l'homme resta les doigts sur le volant, regardant devant lui une seconde avant de se tourner vers elle. « Vous êtes la personne la plus courageuse avec laquelle j'ai jamais travaillé. Et je dis cela en ayant travaillé avec des gens qui se vendent comme courageux par profession. » Sa voix était directe, sans fioriture. « Ce que vous avez fait cette semaine, avec tout ce que vous portiez en même temps, ce n'est pas ordinaire. » Elle ouvrit la portière de la voiture. « Ce n'était pas du courage, dit-elle. C'était du désespoir. » Il ne répondit rien à cela. Elle descendit et ferma la porte avec cette prudence particulière de celui qui est trop fatigué pour les gestes dramatiques. Elle monta les escaliers sans regarder en arrière. Dans l'appartement, Adèle faisait cuire du riz dans la cuisine. L'odeur de l'ail frit dans l'huile était l'odeur de tous les jours, de ceux qui s'ancrent si profondément dans la mémoire qu'ils deviennent indiscernables du sentiment d'être chez soi. Sa sœur se retourna quand elle entendit la porte et lut sur le visage d'Iris avec cette vitesse que les sœurs développent. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Tu es folle, dit-elle. Pause. Mais tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. »« Ça peut être les deux, dit Adèle. Puis elle se souvint du riz et retourna vers la cuisinière. Ce soir-là, avec la confirmation du virement sur son téléphone, 4 000 € supplémentaires en plus des 3 000 déjà sur le compte, soit le total convenu plus la prime. Iris regarda les chiffres sur l'écran pendant un long moment. 7 000 € sur un compte qui, des mois auparavant, affichait un solde à 3 chiffres. C'était un chiffre abstrait si on ne savait pas ce qu'il représentait. Elle le savait. Cela représentait l'opération. Cela représentait la fenêtre qui était encore ouverte. Cela représentait sa mère qui, la semaine suivante, pourrait se réveiller capable de regagner ce qu'elle avait perdu. C'était bien plus que de l'argent. C'était du temps. La possibilité des années qui existeraient et qui, autrement, n'existeraient peut-être pas. Le soir même, elle appela le docteur Bonnet pour confirmer le paiement et la logistique finale. La chirurgienne répondit avec sa brièveté professionnelle habituelle et dit que tout était sur les rails. Équipe confirmée. Rendez-vous confirmé. Maintenant, vous pouvez vous reposer, dit-elle. Le reste dépend de nous. Maintenant, vous pouvez vous reposer. Combien de temps s'était écoulé depuis qu'elle avait entendu ou ressenti une quelconque version de cette idée? Des mois, peut-être un an, peut-être plus, fonctionnant en mode d'urgence constant, où le repos était ce qui arrivait quand il n'y avait plus d'autre choix, et non quand on en avait la permission. Elle ferma l'application bancaire. Elle posa le téléphone sur la table de nuit. Elle resta quelques minutes à fixer le plafond, écoutant les bruits nocturnes de la ville, le bus lointain, le chien du voisin, le ventilateur qui tournait, Adèle dans la chambre d'à côté, se tournant dans son lit. Cette semaine avait été la plus intense de sa vie. Elle avait fait des choses qu'elle n'aurait jamais imaginé faire. Elle s'était retrouvée dans des situations qu'elle choisirait activement de ne pas répéter. Elle avait trouvé en elle cette capacité de fonctionner sous une pression extrême dont elle se doutait qu'elle existait, mais qu'elle n'avait jamais testée de cette manière. Et elle avait trouvé un homme plus complexe qu'il n'en avait eu l'air la première fois dans le couloir de l'hôtel. Pas plus simple, plus complexe. Avec des dimensions qu'elle était encore en train de traiter, qu'elle ne savait pas exactement où classer ni où ranger. Elle ferma les yeux. L'opération était mercredi. Il restait 4 jours. Elle s'endormit. Le mercredi commença avant même qu'une alarme ne sonne. Elles prirent leur café, ne parlèrent pas beaucoup. Il y avait entre elles un langage qui, la plupart du temps, se passait de mots, construits au fil des ans, partageant l'espace, les inquiétudes, les rêves qu'il fallait reporter et les espoirs qu'il fallait garder prudemment pour qu'ils ne s'usent pas avant l'heure. Ce matin-là,
Le silence entre elles était de ceux qui protègent, qui économisent l'énergie, qui maintiennent les structures internes en place quand la journée promet d'être longue. À l'hôpital, elles trouvèrent leur mère déjà en chemise d'opération, assise au bord du lit avec cette tenue de celle qui essaie de paraître calme et y parvient relativement bien. Sylvie avait toujours été une femme qui contrôlait ce qu'elle montrait. Non par manque d'émotion, mais par une économie d'expression particulière qu'elle avait développée au fil des décennies. Elle pleurait seule avant de pleurer devant ses filles. Elle s'inquiétait seule avant de montrer de l'inquiétude. C'était ce genre de force que ses filles avaient hérité à différentes doses et qu'elle ne reconnaissait en elle que parce qu'elle la pratiquait aussi. « C'est donc aujourd'hui », dit sa mère quand elle les vit entrer. « C'est aujourd'hui », confirma Iris en s'asseyant à côté d'elle. Maman, l'interrompit Adèle doucement. « Tout va bien se passer. »« Je sais, dit-elle, mais je dois quand même vous le dire. » Elle respira. « Vous êtes les meilleures choses qui soient arrivées dans ma vie. Tout le reste que j'ai fait, tout ce que j'ai traversé, en valait la peine grâce à vous. J'aimerais que vous le sachiez. » Aucune des deux ne parla pendant un instant. L'infirmière entra discrètement pour vérifier les signes vitaux et repartit tout aussi discrètement, comme quelqu'un qui comprend qu'il y a des conversations qu'il ne faut pas interrompre plus que ce qui est strictement nécessaire. Quand les brancardiers vinrent chercher Sylvie pour la préparation, les adieux furent courts, non par manque d'amour, mais parce que compresser les adieux est la manière dont les gens font en sorte que la peur ne s'installe pas au moment où tout l'espace intérieur disponible est nécessaire pour autre chose. Puis elle attendit. La salle d'attente était un lieu qu'elle avait appris à habiter ces derniers mois. Chaises en plastique, télévision dans le coin avec un volume trop bas pour être audible, mais trop fort pour être ignoré, l'horrible machine à café dans le coin qui demandait une somme absurde pour une boisson qui n'avait qu'un lointain rapport avec du vrai café. Il y avait d'autres familles. Il y avait cette compréhension tacite entre inconnus qui sont tous dans le même état d'anxiété. On se reconnaît, on ne fait pas de commentaires, on respire le même air tendu avec la même dignité silencieuse. Après 2 heures d'attente, son téléphone vibra avec un numéro qu'elle reconnut. Elle hésita une seconde avant de décrocher. « Comment ça se passe ?» La voix d'Alexandre résonna avec son objectivité habituelle, mais il y avait quelque chose d'autre dans son ton, plus prudent, moins neutre. « On attend, » dit la jeune femme. « Ça fait déjà 2 heures. » « Une opération de cette ampleur dure généralement entre 4 et 6 heures, » dit l'homme. Il n'essayait pas de diminuer l'anxiété par un optimisme vide. C'était une information dont elle avait besoin. Elle avait remarqué cela chez lui au cours de la semaine. Il n'essayait pas de réparer ce qu'elle ressentait. Il essayait de l'informer sur la réalité. C'était différent. « Je sais, » dit la jeune femme. Un petit silence. « Est-ce que je peux venir? Ou préférez-vous rester avec Adèle ?» Elle regarda sa sœur qui se tenait de l'autre côté de la salle, regardant par la fenêtre les bras croisés. « Vous pouvez venir, dit-elle, mais ce n'est pas nécessaire. »« Je sais que ce n'est pas nécessaire, dit l'homme, mais je le veux. » 40 minutes plus tard, il arriva avec un sac, pas de fleurs, rien qui ne demande de la place ou de l'attention, mais de la nourriture d'un buffet proche, du vrai café dans un thermos, des viennoiseries, 2 bananes, le pragmatisme de celui qui sait que l'émotion ne remplace pas les calories quand on n'a pas mangé depuis des heures. Ils restèrent tous les 3 dans la salle d'attente. Alexandre n'essaya pas de combler le silence par la conversation. Il restait assis, répondant parfois sur son téléphone à ce qu'il devait répondre pour son travail, sans montrer que c'était une priorité. Parfois simplement présent, sans avoir besoin d'être remarqué. Il y a une manière propre d'être avec quelqu'un qui n'exige pas de la personne qu'elle montre qu'elle est là. On est simplement là. Et cela suffit. Elle avait appris à reconnaître cela pendant les mois de soins de sa mère, où tant de gens venaient et remplissaient la chambre de leur présence, mais pas d'une véritable compagnie. Lui restait. C'était de la compagnie. À la 5e heure d'attente, Adèle dormait sur la chaise d'à côté, la tête légèrement penchée. Ce genre de sommeil léger et imparfait de celui qui ne voulait pas dormir, mais dont le corps a pris la décision seul. Iris regardait le couloir quand Alexandre, assis à côté d'elle, dit doucement pour ne pas réveiller sa sœur. « Vous saviez déjà que vous réussiriez à trouver une solution depuis le tout début. » Elle le regarda. « Je ne savais pas. J'ai vu le moment où vous avez décidé, dit-il. Dans l'ascenseur, quand vous avez dit que vous n'aviez pas besoin de la charité des inconnus. Là, c'était déjà décidé. Vous alliez trouver un chemin. » Elle le regarda un instant. « Vous ne pouviez pas savoir cela à ce moment-là. Pas avec certitude, acquiesça-t-il. Mais la façon dont vous l'avez dit, c'était celle de quelqu'un qui rejetait une voie
parce qu'il allait en trouver une autre, pas celle d'une personne résignée. Elle ne répondit pas immédiatement. Il y avait quelque chose dans cette remarque qui arrivait ailleurs que là où les autres observations atterrissaient, non parce qu'elle était plus importante, mais parce qu'elle révélait qu'il avait prêté attention à un moment qu'elle supposait n'être qu'un rejet. « Pourquoi vous êtes-vous enregistré sous un faux nom à l'hôtel » demanda-t-elle soudain. C'était une question qu'elle gardait depuis des jours. « Précaution, dit-il. Quand vous enquêtez sur un schéma impliquant des gens qui ont des ressources pour surveiller les mouvements, chaque couche de discrétion supplémentaire compte. Et ça a marché? Jusqu'à quand? Jusqu'au jeudi précédant la dernière rencontre. C'est là que Valère a compris. Vite, mais pas assez vite pour qu'il puisse prendre de véritables mesures. Elle y réfléchit. Vous avez aussi pris un véritable risque. Oui, confirma-t-il simplement. Pourquoi? Il resta silencieux un instant. Parce que ce qu'il faisait était mal, et que j'avais la position et les ressources pour faire quelque chose contre cela. Un silence. Cela ne fait pas de moi un héros. Cela fait de moi quelqu'un qui avait un choix et qui a décidé de s'en servir. La porte du couloir opératoire s'ouvrit. Le docteur Bonnet sortit en blouse verte, ses lunettes sur le front, avec cette expression de médecin qui a appris à séparer sa propre fatigue pour que son visage ne transmette que ce qu'il doit. Elle alla droit vers l'endroit où Iris était assise. « Ça s'est bien passé, dit-elle. » Sa voix était mesurée, mais il y avait dans ses yeux cette satisfaction que portent les chirurgiens quand quelque chose a réussi comme prévu. Nous avons retiré la tumeur dans sa totalité. Les signes vitaux sont stables. On l'emmène maintenant en salle de réveil. Le monde devint très silencieux pendant une seconde. C'est alors que cela vint, quand Adèle l'étreignit. Pas en sanglots, par vagues, ce genre de pleurs qui commence dans la poitrine et éclate sans contrôle de vitesse ou de volume. Le pleur de la tension accumulée pendant des mois qui trouvait enfin une véritable issue. Les deux sœurs restèrent enlacées dans le couloir de la salle d'attente, tandis que les autres familles autour d'elles menaient leur propre bataille silencieuse, chacun dans son propre monde d'espoir et de peur. Elle le prit. Le but. Le regarda par-dessus le bord du gobelet. « Merci, dit-elle. Et pas seulement pour le café. » Il hocha la tête. C'était un geste petit mais complet. Dans les jours qui suivirent, le rétablissement de Sylvie fut progressif, avec cette lenteur propre au corps humain qui reconstruit ce qu'il doit à son propre rythme. Il y avait des jours meilleurs, et des jours où la douleur était plus présente, où la fatigue était plus lourde. Il y avait les examens de contrôle avec l'attention particulière de l'équipe médicale. Il y avait l'ordre des visites, la logistique hospitalière, les détails pratiques qu'Adèle gérait avec une compétence qui surprenait ceux qui ne la connaissaient pas bien, mais qu'Iris avait toujours vue. Et il y avait Alexandre, qui apparaissait, pas de manière envahissante. Il apparaissait avec de la nourriture, quand il avait correctement calculé que les deux sœurs n'auraient pas assez d'énergie pour cuisiner correctement. Un jour, il apportait un repas d'un restaurant proche, un autre jour des ingrédients prêts qui ne demandaient que 10 minutes de préparation, les petites logistiques du soin qui arrivaient sans annonce préalable et n'attendaient aucune reconnaissance au-delà d'un simple merci. Quand Sylvie sortit des soins intensifs et fut transférée en chambre de convalescence, Alexandre apparut à l'hôpital pour couvrir les frais de traitement post-opératoire des mois suivants. Kinésithérapie, visite de contrôle, les médicaments que l'assurance couvrait en partie, mais pas totalement. Il fit cela sans en avoir discuté au préalable avec Iris. Quand la jeune femme l'apprit, elle le regarda avec cette expression particulière de celle qui prépare un argument, et réalise que l'argument ne va pas tenir comme elle l'espérait. « Si j'en avais discuté, vous auriez dit non, » dit l'homme avant qu'elle ne parle. Et c'était trop important pour laisser l'orgueil décider. Elle ouvrit la bouche, la referma. Elle le regarda un instant. Puis elle dit « Vous avez raison, ce qui est agaçant. » Il ne sourit pas avec son visage. Il sourit avec ses yeux, de cette manière particulière qu'elle avait appris à reconnaître. « Maman, je ne sais même pas ce que nous sommes. »« Je sais, » dit Sylvie avec cette certitude tranquille de celle qui a déjà assez vécu pour reconnaître certaines choses de loin. Et c'est pour ça que je le dis. Il y avait encore beaucoup de choses à traiter. Une semaine entière à diviser en petites parties pour qu'elle soit totalement compréhensible. Il y avait une série de questions sur elle-même que cette semaine avait soulevées et auxquelles il n'y avait pas encore de réponse. Il y avait la question de savoir quoi faire d'un homme qui était à la fois complexe et honnête, qui faisait des erreurs et reconnaissait qu'il en faisait, qui apparaissait avec un café dans une salle d'attente quand il n'aurait pas dû, et y restait. Mais il y avait, pour la première fois depuis longtemps,
La place pour penser à ces choses. Parce que sa mère guérissait dans la chambre. Parce que l'opération avait réussi. Parce que le poids qui avait été sur ses épaules pendant des semaines avait diminué d'une manière réelle, physique, mesurable dans sa façon de respirer. De la place. Quelle chose nouvelle et étrange. Le mois suivant, l'opération fut celui d'une lente reconstruction. Non seulement de la santé de sa mère, mais de tout ce qui était resté en suspens tant que l'urgence remplissait tout l'espace disponible. Les filles se regardèrent. C'était le signe le plus clair que leur mère était de retour. Le rétablissement avait son propre rythme. Il y avait des jours où Sylvie se réveillait avec de l'énergie et restait des heures sur le balcon, cousant parfois ses petites pièces qu'elle gardait inachevées depuis des mois, parfois simplement assise, le visage tourné vers le soleil du matin. Il y avait des jours où la fatigue était plus présente et où elle restait plus longtemps au lit, dormant avec cette profondeur de celui qui laisse son corps faire le travail nécessaire. Le docteur Bonnet avait dit qu'il en serait ainsi. Le processus n'était pas linéaire, mais la direction était bonne. Ils se virent plusieurs fois au cours de ce mois. Pas de manière longuement planifiée à l'avance, plutôt de la manière naturelle de gens qui sont dans la même ville et qui ont développé un langage relationnel naturel. Un message l'après-midi demandant si elle voulait prendre un café. Une rencontre fortuite au marché du quartier, où il apparaissait cherchant quelque chose et la jeune femme faisait les courses pour la semaine. Une visite à l'hôpital qui arrivait le même jour où la jeune femme était là pour la visite de contrôle de sa mère. Il n'y avait pas de réponse nette. Il y avait une série de vérités qui coexistaient sans résolution facile. Elle avait fait une chose moralement discutable quant à sa méthode, avec un résultat qu'elle considérait sincèrement bon. Elle avait été utilisée d'une certaine manière, mais pas sans consentement. Elle avait simplement consenti sans information complète, et c'était différent de la pure manipulation, même s'il y avait un chevauchement. Elle avait reçu de l'argent qui avait sauvé la vie de sa mère d'une manière qu'aucune autre voie n'avait pu ouvrir. Elle apprit à laisser ces choses être ce qu'elles étaient. Lors d'un café en début d'après-midi un mardi, 2 semaines plus tard, alors qu'ils attendirent la commande, Alexandre dit qu'il devrait retourner à Paris à un moment donné. Des affaires l'attendaient, des obligations qui avaient été suspendues pendant cette période lyonnaise. Il ne dit pas qu'il partait demain. Il dit que l'horizon du départ existait. La jeune femme l'entendit et regarda la table une seconde. « Quand ? Dans quelques semaines, peut-être, dit-il. Cela dépend de la façon dont le processus policier avance. » Elle hocha la tête. Il y eut quelque chose qui bougea dans sa poitrine quand il dit cela. Pas exactement de la douleur, pas exactement de la surprise. Mais ce mouvement particulier quand on reconnaît quelque chose qui était présent mais qu'on n'avait pas nommé. Elle ne l'avait pas nommé car le nommer exigeait un type d'exposition qu'elle avait appris à éviter au fil des ans, ayant assez été déçue pour avoir une réelle prudence envers ce qu'elle construisait à l'intérieur. « Est-ce que cela change quelque chose ?» demanda l'homme. Elle leva les yeux. Il y avait quelque chose dans la façon dont il posait la question, directement, sans détour, sans la couche d'ambiguïté que les gens utilisent d'habitude quand ils demandent des sentiments, parce qu'ils ne veulent pas vraiment entendre la réponse si elle est mauvaise. Ils voulaient vraiment savoir. « Je ne sais pas, dit-elle avec la même honnêteté. Je suis encore en train de traiter toute la semaine dernière. »« C'est juste, dit l'homme. La commande arriva. Ils burent leur café en silence pendant quelques minutes. « Il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore dit, dit l'homme à un moment. Sa voix avait une autre qualité, plus prudente, comme quelqu'un qui choisit ses mots avec une attention accrue. Et je dois vous le dire avant de partir, parce que si je ne vous le dis pas, cela paraîtra être de la lâcheté. » Elle attendit. « Quand je vous ai vu dans ce couloir, avant de savoir quoi que ce soit sur votre situation, avant la conversation téléphonique, il y avait déjà quelque chose. La façon dont vous parliez à la directrice de la restauration après avoir été humiliée, avec cette dignité de celle qui ne demande pas la permission pour rester intègre. La façon dont vous avez dit que vous n'aviez pas besoin de la charité des inconnus, quand la chose la plus facile aurait été d'accepter l'aide immédiatement. Un silence. Je me suis convaincu que c'était professionnel, que c'était juste une observation sur quelqu'un qui avait exactement le profil dont j'avais besoin. » Elle resta très silencieuse. « Ce n'était pas que cela, » dit l'homme. Elle le regarda un instant qui dura plus longtemps que ne durent d'habitude les regards entre des gens qui n'ont pas encore nommé ce qui se passe. Il y avait une partie d'elle qui voulait construire une protection immédiate. Cette partie qui avait appris à se méfier des grandes propositions des gens ayant bien plus de ressources qu'elle. Cette partie formée par des années de déception particulière. Mais il y avait une autre partie qui reconnaissait quand quelque chose était réel, précisément parce que ce n'était pas confortable.
parce que cela arrivait à un moment où le confort aurait été de laisser tomber. « Vous m'avez dit qu'il n'aurait pas dû minimiser le danger, dit-elle enfin, que j'aurais mérité d'en savoir plus. C'est vrai. Cela signifie que vous avez commis une véritable erreur, dit-elle, avec une véritable conséquence pour moi. Oui, dit-il simplement. Et en même temps, vous êtes apparu avec un café dans une salle d'attente sans qu'on vous le demande, et avec de la nourriture quand c'était difficile. Et vous avez couvert des frais que je n'avais pas demandés. Elle marqua une pause. Vous êtes une contradiction. Probablement, dit-il. La plupart des gens le sont. Elle le regarda encore un instant. Puis elle dit avec cette objectivité qui était sa façon d'être honnête, quand elle était plus vulnérable qu'elle n'aurait aimé l'admettre. J'ai aussi ressenti quelque chose, depuis le couloir, mais j'étais trop occupé pour laisser cela prendre de la place. Il hocha lentement la tête. Et maintenant? Maintenant ma mère guérit, dit-elle. Adèle étudie. J'ai un travail. Les factures sont payées. Une pause. Maintenant, j'ai de la place. Il ne répondit pas par des mots. Il laissa le silence exister un instant, et dans ce silence, il y avait plus que ce que n'importe quelle réponse verbale aurait pu contenir. Puis il dit « J'aimerais vous inviter à dîner, officiellement, pas comme un client et une employée, pas comme tout ce que nous avons été cette semaine, comme des personnes. » Elle le regarda. Il y avait quelque chose qui s'installait dans sa poitrine, pas ce genre de bonheur qui fait du bruit, mais le genre plus profond qui crée du silence. « C'est envisageable, dit-elle. » Le dîner eut lieu 2 jours plus tard, dans un restaurant du centre-ville qui avait cet équilibre particulier d'être bon sans être prétentieux. Des tables simples, des lumières adéquates, un menu de taille raisonnable. Il arriva à l'heure. La jeune femme était déjà là. Aucun d'eux ne fit de remarque sur le fait que les positions s'étaient inversées depuis le café proche de l'hôpital. Ils discutèrent pendant 3 heures de choses qui n'avaient pas de lien direct avec la semaine passée ensemble. D'où ils venaient, comment ils étaient arrivés là où ils en étaient, ce qu'ils avaient laissé en chemin et ce qu'il valait la peine d'emporter avec soi. Elle raconta l'école d'infirmière, les 2 raisons pour lesquelles elle avait arrêté et les 2 raisons pour lesquelles elle y pensait encore parfois. L'homme raconta les premières années dans les affaires, quand il n'était guère plus qu'une obstination qui maintenait toute la structure debout. Il y avait quelque chose qui se construisait dans l'espace entre les conversations, dans ces pauses où aucun des 2 ne parlait, mais où tous 2 écoutaient. C'est le genre de chose qui n'a pas de nom concret avant d'avoir assez d'histoire pour être nommé précisément. Juste la perception que cela arrive. Après le dîner sur le trottoir avec la chaleur nocturne de Lyon dans l'air, elle dit que cela lui avait plu, aussi simplement que cela. L'homme dit que cela lui avait plu aussi, puis il demanda s'il y avait un intérêt pour une répétition. « Oui », dit la jeune femme, et il y en eut. 4 mois après l'opération, par une matinée où la chaleur commençait trop tôt pour être ignorée, ils arrivèrent tous les 3 au cabinet du docteur Bonnet pour la visite de contrôle trimestriel. C'était une routine qui s'était installée avec la régularité des choses nécessaires. La prise de rendez-vous des semaines à l'avance, la chemise avec les examens d'imagerie, l'attente à la réception avec ce mélange particulier d'espoir et de peur qu'Iris avait appris à porter dans le même espace intérieur sans que l'un n'étouffe l'autre. Adèle avait demandé un jour de congé à ses cours préparatoires. Alexandre avait envoyé un message tôt le matin. « Je pense à vous. Quoi qu'il arrive, je suis là. » Le docteur Bonnet reçut les 3 avec cette objectivité professionnelle qu'il connaissait déjà bien. Elle vérifia les résultats avec une attention manifestement plus longue que la moyenne, le genre d'analyse que les patients et leurs proches apprennent à lire comme un signe, bien qu'ils ne sachent pas toujours dans quelle direction. Puis elle leva les yeux de la chemise. « Les examens montrent une absence totale de récidive, dit-elle. Le rétablissement est dans le meilleur scénario que nous pouvions attendre. Aucun signe de symptômes résiduels. Une pause avec la qualité du médecin qui comprend le poids de ce qu'il dit. D'un point de vue pratique, votre mère est guérie. » Le silence dura exactement 3 secondes. Le docteur Bonnet expliqua les étapes suivantes. Contrôle semestriel, maintien des habitudes contribuant au rétablissement, attention à n'importe quel symptôme. Des mots qui arrivaient à travers une vitre car l'attention des 3 femmes était dans une autre dimension. Quand elles sortirent du cabinet sur le trottoir, Sylvie s'arrêta avant d'arriver à la voiture. Elle s'arrêta au milieu du trottoir, leva le visage vers le ciel et ferma les yeux. Le soleil de ce matin-là avait cette intensité propre à Lyon qui ne demande pas de permission. Il était blanc, direct, chaud d'une manière qui pénétrait les pores et arrivait quelque part en profondeur. « Ça m'avait manqué, dit sa mère avec cette voix de celle qui se parle plutôt à elle-même qu'à celui qui l'écoute.
Sentir le soleil sur ma peau et savoir que demain, je serai encore là pour le sentir à nouveau. Il y avait un avant et un après. C'était l'après. Dans les mois qui suivirent, la vie des 3 femmes retrouva la texture d'une chose vivante, non seulement sa survie, mais la vie avec une dimension et une direction. Sa mère retourna à la cuisine et l'appartement retrouva cette odeur dont Iris avait oublié qu'elle lui manquait, riz épicé, viande à la cocotte, caramel au lait que Sylvie préparait les week-ends comme elle le faisait des décennies avant que tout ne change. La maison retrouva le bon genre de bruit. Conversation, débat sur le programme télé, les plaintes d'Adèle sur la pile de vêtements à plier avec cette énergie de celle qui se plaint mais plie. Il n'y avait pas de mal. Ça s'était très bien passé. Il y avait un chemin. Il existait vraiment. Avec Alexandre, les choses se construisirent avec cette vitesse propre aux choses à base solide. Pas rapide au sens de la hâte, mais constante au sens où chaque conversation ajoutait quelque chose de réel à ce qui existait déjà. Il retourna à Paris, comme il l'avait dit, mais revint à Lyon. Puis revint encore. Et la fréquence des voyages prit un motif qu'Adèle résuma avec cette précision de petite sœur. Il vit plus ici que là-bas. Il y eut des dîners qui devinrent une habitude. Il y eut des promenades dans le centre-ville, les samedis après-midi, quand la chaleur diminuait assez pour que le trottoir soit agréable. Il y eut des conversations qui durèrent plus longtemps que l'un ou l'autre ne l'avait prévu, qui commençaient sur un sujet et finissaient sur un tout autre à travers des liens qui n'avaient de sens que dans cette conversation précise. Il y eut la façon dont il apprit qu'elle aimait le café fort et court le matin, et la façon dont elle apprit qu'il avait besoin de 10 minutes de silence après le réveil avant d'être capable d'une véritable conversation. Ce sont ces détails qui construisent quelque chose, pas les grands gestes. Les grands gestes sont importants, mais les petits détails montrent que quelqu'un a vraiment prêté attention. Un dimanche soir, lors d'un mois particulièrement bon, Adèle réussissait bien son premier semestre à l'université. Sa mère avec cette énergie constante que l'équipe médicale confirmait comme positive et son propre travail était de plus en plus stable. Iris était assise sur le canapé, le film mis en pause au milieu, une tasse de thé à la main, quand Alexandre assis à côté d'elle marqua un temps de silence avant de sortir quelque chose de sa poche. C'était une petite boîte, simple, en bois sombre, sans exagération. Il la tint une seconde avant de parler. « Pas forcément maintenant. Bientôt, quand tu voudras. À ton rythme. Je sais juste que c'est avec toi que je veux vivre le reste de ma vie. » Elle n'eut pas besoin de réfléchir. La réponse était présente avant même que la question ne soit finie d'être posée. Oui, depuis la pièce d'à côté, Adèle poussa un cri étouffé sous l'oreiller, croyant probablement être discrète alors qu'elle ne l'était pas, et tout le monde dans l'appartement savait qu'elle écoutait. Sa mère, qui apparut à l'entrée du salon avec un verre d'eau à la main comme si la soif était arrivée précisément à cet instant, sourit avec cette expression de celle qui n'était pas surprise, mais n'avait pas l'énergie de faire semblant de ne pas être heureuse. Le mariage eut lieu 6 mois plus tard. Petit, non par manque de moyens, mais par une décision réelle des 2 mariés qui discutèrent du sujet avec ce pragmatisme de celui qui a déjà assez vécu pour savoir « ce n'est pas la taille de l'événement qui compte, mais la solidité de la chose en son centre. » Un jardin. Des fleurs blanches que Sylvie avait choisies avec Adèle un samedi après-midi, avec cette satisfaction particulière de faire partie de quelque chose qui sembla longtemps improbable, de la musique vivante, un trio qui jouait avec cet équilibre de volume pour être ressenti sans être envahissant. Des invités qui étaient des gens réellement importants, les quelques amis proches, quelques collègues de confiance, le docteur Bonnet, qui avait été invité avec une invitation écrite à la main par sa mère. Lors des vœux, ils pleurèrent tous les 2. Il y avait quelque chose de propre dans ce pleur que les gens présents pouvaient reconnaître. Ce n'était pas le pleur de l'émotion ordinaire du moment. C'était le pleur de 2 personnes qui arrivaient dans ce jardin avec tout ce qu'elles avaient porté auparavant, avec les traces réelles de décisions difficiles et de nuits où le chemin devant elles n'était pas visible, et qui prononçaient les mots en ayant pleine conscience du poids qu'ils avaient. Quand ils sortirent ensemble du jardin, dans la voiture décorée par Adèle qui avait exagéré sur le ruban de satin d'une manière qu'Iris faisait semblant de regretter mais adorait, elle regarda par la fenêtre sa mère et sa sœur faisant signe sur le trottoir. Sylvie avec la main levée et ce sourire qui était totalement revenu ces derniers mois, non le sourire forcé de celle qui essaie de paraître bien, mais de celle qui est réellement bien. Adèle sautillant légèrement, car elle était Adèle, et contenir son énergie n'avait jamais été son fort. Elle repensa à là où tout avait commencé, dans ce froid couloir d'hôtel,
dans l'uniforme rouge, avec les doigts blancs de tension autour du téléphone, avec la voix qui sortait ferme alors qu'à l'intérieur tout s'effondrait. Dans le mensonge qu'elle avait dit à sa mère et qui n'avait plus besoin d'être un mensonge car il était devenu vérité d'une manière qu'elle n'avait pu prédire. Dans les décisions qu'elle avait prises ensuite, chacune née à un point où les options semblaient impossibles, mais où elle avait trouvé le moyen de continuer. Elle pensa au tiroir fermé et aux pas dans le couloir et aux battements de cœur si forts qu'elle était sûre que n'importe qui pouvait les entendre. Elle pensa aux rencontres et aux observations qu'elle avait faites et à ce moment où la porte s'était ouverte et où tout avait changé. Elle pensa à la salle d'attente et au café du thermos et à la main de sa mère quand elle était sortie des soins intensifs. Elle pensa à tout ce qu'elle avait cru ne pas supporter et qu'elle avait supporté, à tout ce qu'elle avait cru ne pas exister et qui existait. La main d'Alexandre était sur la sienne, sans un mot, regardant devant lui avec ce profil qu'elle avait appris à connaître dans ses moindres détails au fil des mois. La ligne de la mâchoire quand il devenait plus silencieux en pensant à quelque chose de concret, la façon dont son regard se transformait quand il était réellement présent dans une conversation. Elle posa sa tête sur son épaule. La vie pouvait vous mettre dans un couloir sombre dont on ne voyait pas l'issue. Elle pouvait exiger de vous plus que ce que vous pensiez avoir en vous. Elle pouvait fermer des portes devant votre visage, refuser des prêts et dire non sous toutes les formes qu'elle trouvait. Elle pouvait mettre du poids sur du poids sur du poids, jusqu'à ce que le sol semble insoutenable. Mais parfois, pas toujours, pas gratuitement, pas sans sacrifice. Parfois, elle vous aidait. Avec une main tendue dans un ascenseur qui venait de se fermer, avec un café de thermos dans une salle d'attente, avec des fleurs blanches dans un petit jardin où les gens importants étaient à vos côtés. Parfois, elle donnait une seconde chance. Et la seconde chance était si bonne qu'elle semblait presque injuste après tout ce qui était venu avant. Presque, jusqu'à ce que vous compreniez qu'il n'y avait aucune injustice là-dedans. Que c'était juste la vie faisant ce que la vie fait quand on n'abandonne pas de continuer, même quand il n'y a aucune garantie que cela en vaille la peine. Ça en vaut la peine. Ça en a toujours valu la peine. Et enfin, après tout cela, après absolument tout cela, elle se permit de croire qu'elle méritait ce bonheur, parce qu'elle le méritait. Nous voici arrivés à la fin de cette histoire qui a commencé dans un froid couloir d'hôtel et s'est terminée dans un jardin aux fleurs blanches, et qui a touché en chemin tout ce qu'il y a de plus vrai dans la vie. Le désespoir pour un être cher qui souffre, le courage qui apparaît quand il n'y a plus d'autre choix, et la surprise de découvrir que l'amour peut arriver précisément quand on regardait ailleurs. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez. J'adore savoir jusqu'où ces récits voyagent. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant car chaque semaine, une nouvelle histoire vous attend, avec la même émotion et la même vérité que celle-ci. Laissez aussi un j'aime. C'est notre façon de savoir que ces histoires comptent autant pour vous que pour nous. À la prochaine fois.